Alors voilà, il se passe que cette année, il y a eu quand même une cascade d'annulations d'événements artistiques et culturels engendrés par l'invasion russe en Ukraine dès le début de la guerre, et que ça a marqué les esprits. Des orchestres, des opéras, des programmes, des œuvres de Tchaïkovski, Moussorgsky, Rachmaninov, Prokofiev. L'université de Milan suspend les cours sur Dostoïevski. Le pompon, franchement, revenant à ces associations vendéennes qui souhaitaient débaptiser un collège Solzhenitsyn dans la petite commune d'Aizenay. On se demande s'ils avaient la moindre idée de ce qu'a souffert cet homme, et précisément des dictatures. Dominique Meyer, surintendant du théâtre de la Scala de Milan, a refusé à juste titre d'annuler les représentations de l'opéra Boris Godunov de Moussorgsky. Il s'en est expliqué, je le cite, « Boris Godunov est un chef-d'œuvre de l'histoire de la musique. Cet opéra narre de manière assez abrupte le destin de ce tsar qui a tué pour arriver au pouvoir et qui n'hésite pas à tuer pour continuer. C'est une parabole sur le destin des dictateurs et sur le destin du peuple russe. » Le plus célèbre des cinéastes ukrainiens, Sergueï Lontnitsa, défendra courageusement ses confrères russes dont les films étaient menacés d'interdiction. Voilà ce qu'il dit, il ne faut pas juger les gens sur leur passeport, on ne peut les juger que sur leurs actes. De nombreux amis et collègues cinéastes russes se sont élevés contre cette guerre insensée. Lorsque j'entends aujourd'hui des appels visant à interdire les films russes, ce sont ces personnes qui me viennent à l'esprit. Ce sont des gens bien, des gens dignes. Ils sont tout autant que nous les victimes de cette agression. Ce qui se déroule sous nos yeux en ce moment est affreux, mais je vous demande de ne pas sombrer dans la folie. La malheureuse directive issue des directions générales des affaires culturelles demandant l'arrêt immédiat de tout projet de coopération avec des ressortissants du Mali, du Niger et du Burkina Faso, oui je sais, vous n'auriez jamais fait ça, Roselyne, a été opportunément amendée, mais elle souligne le danger de la confusion qui s'installe lors des crises géopolitiques et des conflits entre nations. Nous devrions savoir tirer les leçons du passé. La vie musicale française a d'une façon à certains égards comparable à ce que nous venons de vivre a été très fortement secouée lors de la Première Guerre mondiale. Dès le début des hostilités avec l'Allemagne, des voix de compositeurs, d'interprètes ou même de critiques se sont fait entendre pour exprimer un sentiment nationaliste exacerbé. Je dois dire que mon cher confrère Étienne Gist de l'Académie des sciences m'a dit, qui est là avec nous, m'a dit qu'il avait regardé dans nos archives et qu'il avait vu avec surprise les discours de la séance de rentrée de l'Institut. C'était assez violent à l'époque. En septembre 14, Camille Saint-Saëns dénonce dans une série d'articles publiés sous le titre « Germanophilie » dans l'Écho de Paris l'intérêt du public français pour Wagner, Goethe ou Schiller. Il appelle à ne plus jouer aucune musique allemande. Le rejet par Saint-Saëns de tout ce qui est allemand ou austro-hongrois le poussera même à demander que l'on supprime la marche hongroise sur des thèmes de Rakowski lorsqu'on interprète la damnation de Faust d'Hector Berlioz, idée saugrenue qui ne sera heureusement pas suivie des faits. Force est de constater que le public restera beaucoup plus ouvert que bon nombre de professionnels. Les œuvres de Mozart ou Beethoven rencontreront un immense succès les très rares fois où elles seront interprétées. Vincent d'Indy répondra à la volonté de Saint-Saëns de bannir la musique de Wagner. Le beau est toujours beau d'où qu'il vienne. Proscrire Wagner, ce serait se conduire à la boche. Le critique musical Jean Marnold expliquera que cela ne servirait qu'à ménager à Richard Wagner par la suite une rentrée plus triomphale, plus écrasante. Il n'avait pas tort, le 15 décembre 1919, le théâtre du Châtelet refusait du monde pour entendre un concert triomphal consacré à Wagner, interprété par l'orchestre Colonne. Alors le 10 mars 1916 naît Salle Pleyel, une nouvelle association selon la loi de 1901, placée sous la présidence du critique musical Charles Tenrock, peut-être toujours se méfier de ce qui est présidé par un critique, la Ligue nationale pour la défense de la musique française. Ses statuts précisent, les membres actifs doivent être français ou naturalisés français depuis au moins 5 ans, tout en n'étant pas d'origine austro-allemande. Tenrock rejoint en cela le conseil syndical des chefs d'orchestre qui avait exigé l'interdiction totale d'engager tout artiste étranger provenant d'un pays belligérant ou même neutre. Le quota éventuellement réservé aux artistes issus de pays alliés fut limité à 5%. Le temps n'est plus où il était élégant de proclamer que l'art n'a pas de patrie, comme si l'art ne remplissait pas un rôle économique et social, précise donc Charles Tenrock, dont le nom perdurera sur la couverture de recueil de mélodies intitulé « Chansons de la vieille France ». Les statuts de son association prévoyaient l'interdiction de toute musique allemande ou austro-hongroise qui n'était pas entrée dans le domaine public.
Si elle autorisait Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Schumann, elle excluait donc Brahms, Mahler, Béla Bartók, Zoltán Kodály ou encore, bien sûr, Arnold Schoenberg, l'ennemi absolu restant Richard Wagner. Peut-être est-ce dû, au-delà des mythes germaniques, au très grand succès de ses œuvres à Paris et de l'admiration que lui portaient de nombreux compositeurs français. Alors que malgré les violentes oppositions nationalistes, Charles Lamoureux venait de présenter Lohengrin en version de concert, Édouard Lalo, le 1er avril 1889, soit 6 ans après la mort du génial compositeur, interpellait ainsi le directeur de l'opéra. « Monsieur le directeur », vous voyez cette jolie lettre, j'avoue qu'elle est dans ma collection, « Lohengrin est une œuvre superbe, il est triste que Paris soit la seule capitale qui ne la connaisse pas. Wagner est un génie qu'il est absolument nécessaire d'étudier et nous devons tous savoir gré à M. Charles Lamoureux de sa vaillante initiative. Recevez, monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. » Ce n'était pas facile d'écrire ça à cette époque. Claude Debussy a 54 ans lorsqu'il participe à la fondation de cette ligue et il signe ses œuvres Claude de France. Ça ne l'a pas empêché d'être un génie absolu, comme vous l'avez entendu. Et sa relation avec Maurice Ravel, de 13 ans son cadet, s'est tout de même nettement distendue. Il y a dans M. Croche Antidilettante quelques propos assez acerbes. À 40 ans, Ravel est devenu une figure majeure de la musique française. Daphnis et Chloé, créé en 1912 au Châtelet, l'a consacré comme l'un des plus grands compositeurs de son temps, à juste titre. Il est donc bien évidemment sollicité pour entrer dans la Ligue nationale pour la défense de la musique française. Réformé par l'armée du fait de sa petite taille, il s'est tout de même fait engager comme ambulancier. Il paraît d'ailleurs qu'il a mis l'ambulance dans le fossé au but de jour. Enfin, ça, c'est bon. Sa réponse est un modèle de hauteur de vue, de générosité, de tolérance qui devrait inspirer bon nombre de censeurs zélés qui prolifèrent dans le monde culturel lors des conflits. Et vraiment, je veux vous lire intégralement cette page extraordinaire. Donc, zone des armées, 7 juin 1916. Messieurs, un repos forcé me permet enfin de répondre à l'envoi de la notice et des statuts de la Ligue nationale pour la défense de la musique française. Excusez-moi, je vous prie si je n'ai pu vous écrire plus tôt, mes diverses mutations, mon service aventureux ne m'ont guère laissé de loisir jusqu'ici. Excusez-moi aussi de ne pouvoir adhérer à vos statuts. La lecture attentive de ceux-ci et de votre notice me l'interdit. Bien entendu, je ne peux que louer votre idée fixe du triomphe de la patrie, qui me poursuit moi-même depuis le début des hostilités. En conséquence, j'approuve pleinement le besoin d'action d'où est née la Ligue nationale. Ce besoin d'action a été si vif chez moi qu'il m'a fait quitter la vie civile alors que rien ne m'y obligeait. Où je ne puis vous suivre, c'est lorsque vous posez en principe que le rôle de l'art musical est économique et social. Je n'ai jamais considéré la musique ni les autres arts sur ce jour-là. Je vous abandonne volontiers ces films cinématographiques, ces disques phonographiques, ces auteurs de chansons. Tout cela n'a que de relations lointaines avec l'art musical. Je vous abandonne même ces opérettes viennoises, pourtant plus musicales et d'une facture plus soignée que les produits similaires chez nous. Cela, comme tout le reste, serait plutôt du domaine économique. Mais je ne crois pas que pour la sauvegarde de notre patrimoine artistique national, il faille interdire d'exécuter publiquement en France des œuvres allemandes et autrichiennes contemporaines non tombées dans le domaine public. S'il ne peut être question de répudier pour nous et les jeunes générations le classique qui constitue l'un des monuments immortels de l'humanité, il doit être encore moins question d'écarter de chez nous pour longtemps, comme vous le dites, des œuvres intéressantes appelées peut-être à constituer à leur tour des monuments et desquels, en attendant, nous pouvons tirer un enseignement utile. Il serait même dangereux pour les compositeurs français d'ignorer systématiquement les productions de leurs confrères étrangers et de former ainsi une sorte de coterie nationale. Notre art musical, si riche à l'époque actuelle, ne tarderait pas à dégénérer, à s'enfermer en des formules poncives. Il m'importe peu que M. Schoenberg, par exemple, soit de nationalité autrichienne, il n'en est pas moins un musicien de haute valeur dont les recherches pleines d'intérêt ont eu une influence heureuse sur certains compositeurs alliés et jusque chez nous. Bien plus, je suis ravi que M. Bartók, Kodály et leurs disciples soient hongrois et le manifestent dans leurs œuvres avec tant de saveur. En Allemagne, à part M. Richard Strauss, nous ne voyons guère que des compositeurs de second ordre. Il serait facile de trouver l'équivalent sans dépasser nos frontières. Mais il est possible que bientôt de jeunes artistes s'y révèlent, qu'il serait intéressant de connaître ici. D'autre part, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de faire prédominer en France et de propager à l'étranger toute musique française, quelle qu'en soit la valeur.
Vous voyez, messieurs, que sur bien des points, mon opinion est assez différente de la vôtre pour ne pas me permettre l'honneur de figurer parmi vous. J'espère néanmoins continuer à faire acte de français et à me compter parmi ceux qui voudront se souvenir, veuillez croire, messieurs, à l'expression de mes sentiments distingués, Maurice Ravel. Alors la réponse de Charles ten Broek, président de la Ligue nationale pour la défense de la musique française, ne se fait pas attendre. Je suis ravi d'apprendre à quel point vous appréciez la haute valeur de musiciens Schoenberg, la saveur de Bartók, Kodály et leurs disciples. La Ligue nationale sera là au moment opportun pour prévenir votre admiration contre un sacrifice éventuel trop pénible pour le public de votre propre musique. Alors qu'un nouveau conflit vient de se déclencher au Proche-Orient, avec des scènes atroces qui nous ramènent 80 années en arrière, permettez-moi d'avoir une pensée émue pour un homme qui devrait depuis longtemps être honoré par le prix Nobel de la paix, le pianiste et chef d'orchestre Daniel Barenboim, qui a fondé en 1999 avec l'écrivain américano-palestinien Edward Said le West Eastern Divan Orchestra. Et cet orchestre, c'est la réunion de jeunes instrumentistes d'Israël, Syrie, Liban, Égypte, Jordanie, territoire palestinien, dans le but de promouvoir le dialogue et la paix entre juifs et arabes. Les musiciens d'origine palestinienne et israélienne du West Eastern Divan Orchestra sont eux aussi directement touchés par la situation actuelle. Les représentations de l'orchestre sont à l'arrêt depuis le 7 octobre. Les cours de l'Académie Barenboim-Said à Berlin, où sont formés des étudiants du Proche-Orient, se poursuivent. Lundi 23 octobre se tenait un concert des étudiants dirigé par Daniel Barenboim, malgré ses problèmes de santé, et il indique, je le cite, « Cela peut sembler peu, mais le simple fait que des musiciens arabes et israéliens partagent un pupitre à chaque concert et jouent ensemble est pour nous d'une immense valeur. » Alors permettez-moi de souhaiter que cet orchestre survive à ce cauchemar et démontre ainsi la supériorité de l'art sur la barbarie. Je vous remercie.